Donc, on se connaît, je pense, hein, j'ai eu le plaisir de vous faire les cours d'anatomie, des TP. Bien, donc je suis Fadel Iyoubi, je suis enseignant au service d'ORL avec le professeur Hilal. Donc je vais avoir l'occasion et le plaisir de vous faire à moitié du cours cette année. Donc il va y avoir un petit peu de changement par rapport au cours de l'année dernière, qui a été fait intégralement par le professeur Hilal. Donc on va démarrer ce module avec un cours qui est vraiment de l'ordre de la médecine générale, qui est un cours évidemment qui est traité par l'ORL, parce que c'est l'ORL qui prend en charge les formes compliquées de cette pathologie. Mais il faut savoir que l'angine, aussi bien pour son diagnostic que pour sa prise en charge, est une pathologie qui doit être connue du médecin généraliste. D'accord ? Et évidemment d'un autre type de population médicale, une autre spécialité médicale qui est celle des pédiatres, qui reçoit donc beaucoup d'enfants atteints d'angine. D'accord ? Donc c'est pas spécifique à de l'otorino, c'est vraiment une question d'introduction de pathologie de base qui, quelle que soit la carrière que vous allez entreprendre ou le choix de spécialité que vous allez faire, vous aurez affaire à des patients qui ont des angines. Donc il faut savoir les prendre en charge, en tout cas pour les formes les plus simples et les plus basiques. D'accord ? Donc, l'angine, qu'est-ce que c'est ? C'est une inflammation des amygdales palatines. Voilà, on ne parle pas d'amygdalite, vous pourrez le retrouver dans la littérature, mais comme on parle de n'importe quel type d'inflammation, comme vous le savez, puisque vous êtes des anciens, maintenant vous êtes des 5e années, on rajoute le suffixe ite à la pathologie, la colite, la gastrite, d'accord, l'orchipédidymite, ce que vous voulez. Donc on ne parle pas d'amygdalite dans le jargon commun, on parle d'angine, d'accord. Donc l'angine, c'est une hypertrophie de nature inflammatoire des amygdales palatines. Donc il existe plusieurs types d'angine. Et c'est tout la problématique et la question de l'angine est centrée sur ce problème-là. Centrée sur un problème, on va dire, d'étiologie de l'angine. Je vais vous expliquer par le cours que très souvent, beaucoup de médecins spécialistes, même chevronnés, et je dirais 95% des médecins marocains, ne savent pas traiter l'angine. Je suis désolé de dire ça, mais c'est juste la vérité. Pourquoi ? Parce que abusivement, j'ai bien abusivement, on donne des antibiotiques pour toute personne, particulièrement tout enfant, qui se présente pour une angine. D'accord ? Or, ce n'est pas ce qu'il faut faire. C'est ce que je vais vous expliquer pendant ce cours. Est-ce que c'est clair, ça, c'est important ? C'est un message que je veux vraiment passer aujourd'hui. On traite beaucoup d'angines abusivement. Ça a un coût écologique, c'est-à-dire un problème d'écologie bactérienne, on développe des résistances, et ça a un coût économique. Dans des pays où on a des épidémiologies fiables, comme en France, il y a 8 millions de prescriptions d'antibiotiques pour les angines par an. Et c'est un pays où on fait les choses à peu près correctement. Je dis bien à peu près correctement. D'accord ? Donc ce que cette diapo résume, ce qu'elle veut dire, c'est que tout simplement, l'angine, c'est un problème d'étiologie. Quand on a fait le diagnostic d'angine, il est évident, il est simple, il peut être fait par le médecin généraliste. Il faut savoir quel type d'angine c'est. Parce que je vais vous expliquer qu'il y a 4 types d'angine. 4 formes anatomocliniques d'angine à l'examen clinique. D'accord ? Et même quand l'examen clinique est fait, quand on est en face du type d'angine le plus fréquent, c'est-à-dire l'angine qui est dite érythémato-pultacée, eh ben on ne donne pas forcément des antibiotiques. Et c'est ça ce que je veux que vous reteniez en sortant aujourd'hui de ce cours. Les antibiotiques ne sont pas des médicaments que l'on donne pour toutes les angines. C'est bon ? Très bien. Alors, retenez simplement que l'angine, par contre, quand elle doit être traitée par des antibiotiques, il faut la traiter.
Parce que si on ne la traite pas, alors qu'elle est d'étiologie bactérienne et qu'il faut la traiter, elle donne des complications. D'accord? Dont certains peuvent être graves. Ça veut dire quoi tout ce charabia? Ça veut dire tout simplement que le diagnostic d'angine, il est évident. Dire que c'est une angine, c'est à la portée de tout le monde. Faire le travail correctement par la suite, c'est moins évident. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on a fait le diagnostic d'angine, il faut classer quel type d'angine c'est. C'est ce que je vais vous expliquer pendant ce cours. Et ensuite, une fois qu'on est en face de l'angine la plus fréquente, c'est-à-dire l'érythématopultacée, il faut surtout ne pas traiter celles qui ne doivent pas être traitées, parce qu'elles sont d'étiologie virale. Et il faut surtout traiter l'angine qui doit être traitée, parce que si elle n'est pas traitée, vous allez avoir des grosses complications locales, essentiellement le flegmo amygdalien et l'abcès rétropharyngé, ce que je vais vous expliquer tout à l'heure, et aussi des complications à distance. Des angines, si elles sont mal traitées, qu'elles sont bactériennes, c'est des enfants qui peuvent finir avec une valve cardiaque. Ça fait, c'est clair. Donc c'est un enjeu. Il y a un enjeu, une fois qu'on a fait le diagnostic, de comment on traite et qu'est-ce qu'on traite et qu'est-ce qu'on ne traite pas. C'est bon, c'est clair pour tout le monde? C'est ça ce que ça veut dire, cette première diapo. Alors ensuite, l'anatomie simplexe. Pas de l'anatomie barbare, anatomie, ça sera pour plus tard, pour le résidana et pour ceux qui font de la spécialité. Retenez simplement que l'amygdale, elle est située ici, dans une région qu'on appelle une loge amygdalienne. C'est là où elle se loge, c'est là où elle est insérée, c'est là où elle est posée. Donc cette loge est délimitée en avant par ce qu'on appelle le pilier antérieur. C'est du voile du palais qui se prolonge par le muscle qui est dit glossostaphylin. Et en arrière, par le pilier postérieur, avec un muscle qui s'appelle le pharyngostaphylin. D'accord? Donc l'amygdale, elle est située dans cette loge, entre le pilier antérieur et le pilier postérieur. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces piliers antérieurs et ces piliers postérieurs se rejoignent ici en haut pour former ce qu'on appelle une ogive. D'accord? Où va s'insérer le pôle supérieur de l'amygdale. Et en bas, ici, c'est un espace virtuel, une ligne virtuelle, qui s'appelle le sillon amygdaloglosse, entre le pôle inférieur de l'amygdale et la base de l'angle. D'accord? C'est ça la loge amygdalienne. C'est ça ce qui est important pour moi en anatomie. Pour vous. Seul petit détail, pour ceux qui feront de la chirurgie ORL plus tard, c'est que derrière, ici, le pilier postérieur, proche du pôle inférieur de l'amygdale, il y a la carotide externe. Proche du pôle supérieur de l'amygdale, il y a la carotide interne. Donc il y a un danger de saignement quand on opère cette région. Vous savez, c'est tout. C'est ce que je veux que vous reteniez. Je ne veux pas vous bourrer la tête avec des choses qui ne vous servent à rien. Ce qui m'importe, c'est que vous sachiez que cette amygdale est dans une loge, qui s'appelle la loge amygdalienne. Cette loge est délimitée par ce qu'on appelle le pilier antérieur, en avant, le pilier postérieur en arrière. Et qu'il y a des gros vaisseaux dans cette région. Vous savez, c'est là. Voilà, c'est ça le rappel anatomique. Ensuite, on arrive à la clinique. Alors, un sujet qui a une angine, qu'il soit un enfant ou un adulte, ben, il a des signes assez caractéristiques qui l'amènent à consulter. Alors, très souvent, il a une fièvre, surtout quand il s'agit d'un enfant, qui peut aller à des chiffres assez importants, 39-40. D'accord? Et il est fatigué. Il arrive, il est fatigué, il est un peu prostré. Les angines, c'est quelque chose qui épuise. Et il peut se retrouver de temps en temps avec une otalgie réflexe. Pourquoi il a une otalgie réflexe? Tout simplement parce que la compression de l'amygdale, quand elle grossit beaucoup et qu'elle est infectée, peut irriter le glossopharyngien. Et le glossopharyngien, qui est le 9, ça c'est juste pour votre culture personnelle, émet une branche qui est dans la caisse du tympan. D'accord? Et donc ça peut faire mal. D'accord? Donc, mais le maître symptôme, si vous voulez, qui amène la personne à consulter quand elle a une angine, c'est une dysphagie. Dysphagie haute avec une odynophagie, c'est-à-dire on a très mal quand on avale, et on a une sensation d'accrochage des aliments très très haut. D'accord? Chez l'enfant, quand il y a ça, 95 fois sur 100, d'accord? 95 fois sur 100, c'est une angine. D'accord? Donc, méfiez-vous bien sûr chez l'adulte, une dysphagie, une odynophagie, ça peut être autre chose, notamment des néos de la cavité buccale, d'accord, et de l'oropharynx. Mais chez l'enfant, très souvent, il s'agit
d'une dysphagie, d'une odynophagie due aux angines. D'accord? Bien. Alors une fois que le patient a rapporté ses doléances, il faut faire un examen clinique. Alors l'examen clinique pour l'angine, il se fait à l'aide d'abaisse-langue. Soit des abaisse-langues qui sont métalliques, soit des abaisse-langues qui sont en bois. Voilà, il y a deux types d'abaisse-langues. Ces abaisse-langues vous permettent en fait de faire quoi? De charger la base de langue. Grâce à l'abaisse-langue, vous chargez la base de langue. C'est-à-dire vous abaissez la base de langue à l'aide de votre abaisse-langue. D'accord? Ce qui vous permet quoi? De faire remonter le palais en disant au patient de faire « ah ». D'accord? Le patient, vous lui demandant de faire ce geste, le palais remonte et vous abaissez la base de langue avec l'abaisse-langue. D'accord? Et qu'est-ce qui se passe? Vous exposez la loge amygdalienne. D'accord? Donc vous voyez quoi? Vous voyez le pilier antérieur, vous voyez une luette et vous voyez les amygdales ici. D'accord? Ces amygdales, elles vont avoir un aspect particulier. D'accord? Elles vont avoir un aspect particulier. Et en fonction de cet aspect, on va distinguer plusieurs types d'angines que l'on va classer en 4 sous-groupes. D'accord? Les 4 sous-groupes, qui sont les 4 types d'angines, il y en a une que vous devez connaître par cœur dans toute sa description, dans tout ce que je vais vous raconter. Parce que c'est celle qui est importante pour le médecin généraliste. C'est la première. Et c'est ça qui fera l'objet d'une question d'examen. D'accord? Le reste, je vais vous le citer. Je vais vous le donner brièvement. Et vous vous rappellerez simplement des formes qui existent. Je peux vous poser la question, quelles sont les formes anatomo-cliniques d'angine? Il faudra me répondre ces 4 choses-là. D'accord? Mais si je vous demande la description détaillée, le traitement détaillé, la prise en charge détaillée, ça va être celle-là, la première. C'est bon, c'est clair? Alors, voilà ce premier type d'angine qui, comme vous le voyez en haut, pourquoi il est important? Puisque simplement c'est le plus fréquent. Et il représente 92% des angines. Et c'est celui que le médecin généraliste doit prendre en charge, dont il doit faire le diagnostic. Et quand on dit le diagnostic, c'est qu'il doit le reconnaître, et il doit reconnaître dans cette forme-là, est-ce qu'il s'agit d'une étiologie virale ou bactérienne? C'est bon? Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le cas de ces angines érythématopultacées, il y en a 2 sous-groupes dont la prise en charge est différente. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ces angines, elles ont été appelées érythématopultacées, parce que érythémato, ça vient du fait que ça donne des angines, des amygdales plutôt rouges, c'est-à-dire qu'elles sont congestives, et pultacées, ça veut dire qu'il y a des points blancs par-dessus. D'accord? Donc elles sont érythématopultacées. Alors, dans ces angines érythématopultacées, il y a ceux qui sont plus érythémato et ceux qui sont pultacés. Je m'explique. Ça veut dire que dans ces cadres de ce type d'angine, il y en a une partie qui vont faire en sorte que l'angine va être plus rouge et grosse et hypertrophiée. Et dans un autre cas de figure, ça va être des angines pas forcément très grosses et pas forcément très rouges, mais avec plein de points par-dessus blancs. Et des fois, c'est les deux en même temps. D'accord? Donc, quand vous faites votre examen clinique, déjà, il faut noter quel type d'angine c'est. D'accord? C'est érythématopultacé, mais est-ce que c'est plus une angine pultacée qu'érythémateuse? D'accord? Alors, maintenant, c'est ce que je vous ai expliqué au début.